Je vais tout de suite demander à Antoine Fouché de me rejoindre. On applaudit Antoine Fouché. Bienvenue. Alors, vous êtes président de Quintet, c'est un cabinet de conseil en stratégie sociale. Vous êtes ancien directeur de cabinet, tous les micros marchent, hein, rassurez-vous, de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Vous avez été à la direction du pôle social du MEDEF. Autant dire que vous connaissez bien ce monde de l'entreprise. Alors moi, j'ai une question à vous poser, toute simple. Que veulent les jeunes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils attendent de leur vie professionnelle? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux et très honoré d'être avec vous ce matin. Je vais essayer, pour introduire ce débat sur l'emploi des jeunes, de prendre un peu de recul historique pour voir ce qui relève de l'ordre de la mode et qui mérite qu'on s'y attarde, mais pas tant que ça, et ce qui est plus structurel et qui nécessite donc d'être investi pour préparer l'avenir. La première chose qui est importante, je pense, sur l'emploi des jeunes, d'avoir en tête, c'est qu'il y a quelque chose, mais ça, on le vit tous, je vais essayer de donner quelques éléments structurants. Il y a quelque chose du travail lui-même qui est en train de changer et qui est en train de changer comme ça change une fois en une génération ou même que toutes les générations n'ont pas connu. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que dans le rapport au travail, depuis 1945, il y a deux choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui et qu'aucune génération précédente n'a vécu. La première chose, c'est que, pour le dire de façon un peu brutale, mais qui se retrouve dans les statistiques de l'INSEE, travailler ne permet plus de changer de niveau de vie. Dans les années 50, 60, 70, le pouvoir d'achat augmentait de 6 à 4% par an. Ce qui fait qu'en 15 ans, à peu près 15-20 ans, on doublait son niveau de vie. À la fin du siècle précédent, ça augmentait plutôt lors de 1-2% par an. Et donc, une vie de travail permettait de vivre 2 fois mieux à la fin de sa vie, de doubler son niveau de vie. Aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années que le pouvoir d'achat augmente à peu près, et c'est une moyenne, hein, donc ça vaut pour les jeunes, les moins jeunes, c'est une moyenne sur l'ensemble du marché du travail. Aujourd'hui, avec une moyenne de 1% par an depuis une dizaine d'années, en fait, il faudrait 70 ans pour changer de niveau de vie. Et donc, il y a évidemment quelque chose du travail, d'une promesse du travail, qui travaillait pour changer de niveau de vie, qui, pour la majorité des gens, heureusement, il y a des exceptions, mais pour la majorité des gens, n'est plus tenu. Et ça, évidemment, quand le travail ne permet plus de changer de niveau de vie, évidemment, ça ne peut que affecter notre rapport au travail, et notamment pour ceux qui n'ont jamais connu autre chose que cette situation-là et qui sont les jeunes actifs aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est complètement nouvelle par rapport à 1945, qui peut encore évoluer, mais qui, pour l'instant, est assez structurelle, c'est que le temps de travail ne diminue plus. Et que les jeunes qui rentrent aujourd'hui sur le marché du travail seront sans doute la première génération depuis 1945 qui ne va pas travailler moins que ses parents. De génération en génération, depuis 1945 jusqu'à à peu près les années 2000-2010, on travaillait de moins en moins. À la fin, au sortir de la guerre, on travaillait 2250 heures par an en France. Dans les années 70, on travaillait 2000 heures par an, hein, à peu près. Encore une fois, c'est une moyenne, indépendant, salarié, fonctionnaire. Dans les années 90, on travaillait 1800 heures. Puis sont arrivés les 35 heures qui nous ont fait passer d'un coup plutôt à 1600 heures au début des années 2000. Mais en 2022, en moyenne, en France, on a travaillé exactement le même nombre d'heures qu'en 2001. Et c'est la première fois que sur 20 ans, il n'y a pas de diminution du temps de travail. Dit de façon non technocratique, les jeunes qui rentrent aujourd'hui sur le marché du travail, encore une fois, c'est la première génération qui ne va pas travailler moins que ses parents. Et en plus, si on peut, j'essaye de mettre du point de vue des jeunes, hein, d'un point de vue empathique, pour eux, quand on regarde évidemment l'espérance de vie qui augmente, donc le temps de vie non consacré au travail, lui, va sans doute continuer d'augmenter, mais le temps de vie consacré au travail, lui aussi, va augmenter, puisque jusqu'en 1993, par exemple, il fallait travailler 37 ans pour partir à la retraite, 41 ans aujourd'hui et 43 ans dans 3 ans. Et donc, quand on met ça bout à bout, on est dans une situation, pour la première fois depuis 1945, où ce qu'ont vécu 2 à 3 générations depuis la guerre, vivent de mieux en mieux, en travaillant de moins en moins,
grâce à un travail de plus en plus productif, ce n'est plus vrai. Et ça paraît un peu fou de le dire comme ça, vous avez dit, mais quand même, oui, mais c'est ce qu'ont vécu les générations qui travaillaient de 1950 à peu près à 2010. Et ça, cette situation-là, elle ne peut pas ne pas affecter notre rapport au travail. Collectivement, et effectivement, les jeunes en premier. Mais toutes les générations sont concernées par cette évolution du travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons côtés à ça, etc. Mais c'est, me semble-t-il, une donnée fondamentale à avoir dès qu'on prend un peu de recul historique pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le marché du travail et qui est, heureusement ou malheureusement, la journée le dira, mais qui n'est pas du tout un effet de mode, qui est structurel, parce que ça dure depuis trop longtemps, quand on prend du recul historique sur et le temps de travail et la rémunération du travail, pour qu'on puisse le qualifier d'effet de mode. Par rapport à cette situation-là, il y a 3 types de résistance qui concernent en fait toutes les générations. 3 types de réactions, pardon. Bon lapsus. La première réaction, c'est la résistance. C'est-à-dire, non, je ne serai pas de cette génération qui ne travaillera pas moins que les parents et pour lequel le travail ne permet plus de changer de niveau de vie. Et ça, vous le voyez dans 3 symptômes. 1, la résistance contre le report de l'âge légal à la retraite. 2, ce que les anglo-saxons appellent en bon français le quiet quitting, c'est-à-dire je fais mon job, juste mon job, que mon job et pas plus. Et 3, l'explosion ou en tout cas l'augmentation très forte des arrêts maladie qu'on observe depuis quelques années. Ça, c'est 3 manières, me semble-t-il, qui matérialisent ce symptôme de la résistance par rapport à l'évolution du travail. Il y a une deuxième manière de s'adapter à cette nouvelle donne historique, qui est la relativisation du travail. Si le travail ne me permet plus de changer de niveau de vie, le travail ne sera plus ou sera moins central dans ma vie. Je vais travailler pour vivre et non plus vivre pour travailler. Mais ça avait c'est quelque chose, encore une fois, qu'il faut prendre en compte par rapport à ce que le travail permettait lui-même. C'est-à-dire, quand vous pouviez doubler votre niveau de vie en 15 ans, ça valait le coup de faire beaucoup de sacrifices pour son travail. Surtout qu'on partait d'un niveau de vie plus bas pour l'ensemble de la population. Quand c'est plus vrai, c'est aussi rationnel. Ce n'est pas un phénomène de flemme, de fainéantise. Ce n'est pas ça du tout. C'est rationnel quand le pouvoir d'achat, en moyenne, augmente de 0,5, 0,6% par an, de se dire quelle va être la place du travail dans ma vie. Il faut le prendre en compte pour parler, s'adapter, comprendre ce nouveau rapport au travail. Donc la deuxième manière de s'adapter à cette nouvelle donne, encore une fois, ce n'est pas la résistance, je ne serai pas de cette génération, etc. Mais ok, c'est la nouvelle donne, il faudra faire avec. Ça va être comme ça pendant toute ma vie professionnelle. Mais le travail, du coup, sera moins central. Et c'est ce qu'on observe sur les exigences par rapport à la conciliation vie pro, vie perso. Dans certains métiers où vous n'êtes pas concerné, bien sûr, mais les aspirations au télétravail, etc. La demande d'avoir moins de temps partiel, éclaté, etc. Ce qui pose des problématiques particulières dans certaines de vos activités. Et la troisième type de réaction, qui est aussi rationnelle par rapport à cette nouvelle donne, qui est l'exigence de sens. Et là aussi, il faut partir du point de départ. Puisque le travail ne permet plus, ou beaucoup moins qu'avant, de changer de niveau de vie, alors au moins, quand je me lève le matin, il faut que c'est un sens. Ce que je fais, il faut au moins que c'est un sens. Si le sens, c'est ok, gagner ma vie, mais pas changer de niveau de vie, au moins, si ça ne sert qu'à, entre guillemets, subvenir à mes besoins, c'est le 58% des jeunes qui considèrent ça aujourd'hui, le travail ne sert qu'à subvenir à mes besoins, eh bien, et au moins, il faut qu'il ait un sens. Ça, c'est une aspiration pour près de 70% des jeunes. Et encore une fois, cette exigence de sens, ce n'est pas un espèce de phénomène de mode qui viendrait là, alors les générations les unes après les autres, et elles changent. Non, il y a quelque chose sur le marché du travail et du travail lui-même qui fait qu'il y a une adaptation et qui fait que cette demande ou cette même exigence de sens, elle touche toutes les générations et pas seulement les jeunes, même si, encore une fois, les jeunes sont à l'avant-garde des évolutions parce que, n'ayant pas connu autre chose avant, ils arrivent sur une nouvelle donne à laquelle ils s'adaptent tout de suite et donc qui fait qu'il y a des aspirations qui sont formulées de façon plus cash et plus directe. Mais cet investissement, et je vais y revenir dans une minute, cette demande de sens existentiel, à quoi sert mon boulot? À quoi sert mon boulot? Il me sert à gagner à subvenir à mes besoins, bien sûr, mais à quoi il sert? Pourquoi je me lève le matin? Ça, c'est quelque chose sur lequel, étant donné vos missions, vous pouvez aussi, je vais revenir dans une minute, très fortement capitaliser, d'autant que je pense, et
essayer de vous avoir convaincu que cette aspiration au sens, c'est tout sauf un phénomène de mode. C'est là pour durer et ça va durer. L'autre chose qu'il y a à avoir en tête aussi, et qui est nouvelle par rapport à 1945, et du côté des entreprises, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est à la fois opportunité et menace, c'est que la population active en France n'augmente plus et ne va plus augmenter, sauf recours massif à l'immigration. Mais étant donné les courbes, la démographie, c'est quelque chose qui est prévisible, beaucoup plus fiable que l'économie. On ne peut pas faire d'enfants qui auront 20 ans l'année prochaine. Donc, on voit à peu près quelle va être l'évolution du marché. On sait quel est l'âge des personnes, à quel âge à peu près ils vont partir à la retraite. Et donc, on peut prévoir de façon assez fiable quel va être le stock de main-d'œuvre, pardon de parler comme ça, qu'il va y avoir sur le marché du travail en France. On est 30 millions, on était 27 millions il y a 20 ans, ce qui fait qu'en moyenne, sur les 20 dernières années, la population active en France a augmenté de 150 000 personnes par an, plutôt 200 000 par an dans les années 2000, plutôt 100 000 par an dans les années 2010. L'INSEE, l'INED, etc. disent dans les années 2020 et 2030, c'est quelques milliers, au mieux quelques dizaines de milliers de personnes qu'il va y avoir en plus sur le marché du travail. En net, et avec 150 000 immigrés du travail en plus par an. 150 000 immigrés en tout, pardon, par an, pas que du travail. Ce qui est notre trend depuis une dizaine d'années. Donc ça veut dire que là aussi, il y a quelque chose de structurel qui est en train de changer sur le marché du travail, et là, pour le coup, dans le rapport entre les salariés et les employeurs. Je pense que la journée ne me démentira pas sur le point que je vais évoquer tout de suite. Il n'y a jamais eu autant de tensions de recrutement dans les entreprises en France. On le voit dans les indicateurs Pôle emploi, on le voit dans les indicateurs INSEE. Ça n'a du jamais vu. C'est vrai dans tous les territoires, dans tous les secteurs et pour toutes les tailles d'entreprise. Et la bonne nouvelle, entre guillemets, pour les salariés, c'est que ça va durer et donc il y a quelque chose du rapport de négociation entre le salarié et l'entreprise qui va évoluer en faveur du salarié. Mais côté entreprise, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, pour la raison exactement inverse, c'est que c'est de plus en plus difficile de recruter et ça ne va pas changer et ça ne va pas s'améliorer. Alors une fois qu'on a posé ça, il y a quelque chose dans le rapport au travail qui est en train de changer et c'est structurel et c'est rationnel de la part de la population et notamment des jeunes de s'adapter. Ce n'est pas une génération fainéante qui est en train d'arriver sur le marché du travail, pas du tout. Il y a quelque chose de rationnel dans cette adaptation-là et toutes les générations, encore une fois, sont concernées. Et la démographie ne joue pas en faveur des entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je pense que toute la journée va permettre de répondre à cette question, mais peut-être juste 3 choses pour lancer le débat. La première, c'est d'essayer de maîtriser la chaîne de recrutement du début à la fin. Et ça a été rapidement évoqué il y a un instant. Ce que vous avez fait depuis quelques années, notamment avec ce qu'a rendu possible la loi de 2018 sur l'apprentissage, c'est pas le genre de la maison de faire de la flagornerie, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Je pense que vous ne pouvez pas mieux sur ce sujet-là de maîtriser la chaîne de recrutement. Vous ne pouvez pas mieux vous préparer. En tout cas, je ne connais pas de branches qui se sont mieux préparées que la vôtre sur ce segment-là. Maîtriser la chaîne de recrutement, ça veut dire maîtriser la formation, maîtriser les diplômes et maîtriser l'embauche. Quand vous quand vous avez des outils, la boîte à outils disait le président, pour exercer une action sur ces 3 moments de l'amont du recrutement, vous ne pouvez pas faire plus. Vous pouvez toujours, évidemment, améliorer l'image, avoir des actions de communication, etc., etc. Ce que vous pouviez faire déjà, et ce que vous faites depuis des années, et ce que beaucoup de branches font depuis des années. Mais ce qui est vraiment important, étant donné qu'il y a la bataille pour les compétences entre les entreprises, entre les branches, va être de plus en plus forte, et ça ne va pas s'améliorer. Le meilleur moyen de garantir le recrutement des jeunes, et d'une manière plus générale de toute la main-d'œuvre, c'est d'aller la chercher à la source, c'est-à-dire de faire soi-même ses propres diplômes et ses propres écoles. C'est vraiment, et de plus en plus d'entreprises et de plus en plus de branches le font, et c'est là-dessus que ça va se jouer. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un avantage. Dans 5 ans, les branches et les boîtes qui n'auront pas fait ça, ça sera vraiment un handicap très fort. Parce que je pense que la plupart des branches et des entreprises, en tout cas d'une certaine taille, l'auront fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de prendre au sérieux cette question du sens.
De ne pas considérer que c'est un effet de mode idéaliste, que tous les jeunes sont idéalistes, la preuve 68, etc., etc. Non, il y a quelque chose qui est en train de changer. Encore une fois, j'ai essayé de vous donner de vous donner les clés là-dessus. Il y a quelque chose de fondamental qui est en train de changer du travail qui concerne toutes les générations et les jeunes en particulier. Et donc cette question-là du sens, de dire mon boulot, il sert à quelque chose, il est connecté avec quelque chose qui a un rapport avec l'intérêt général, avec le bien commun. Vous avez de l'or entre les mains avec vos métiers parce que la plupart de vos métiers participent d'une mission de service public. Et de dire, venez travailler chez nous parce que c'est ça qui permet aux gamins d'étudier, c'est ça qui permet aux personnes d'être soignées, c'est ça qui permet aux personnes d'aller travailler. Je pense que c'est quelque chose que vous faites déjà, mais qui peut-être pourrait être encore mieux, encore plus mise en valeur, notamment auprès des jeunes. Parce que comme vous êtes pris dans la nasse économique comme l'ensemble des entreprises, vous ne pouvez pas faire des miracles sur le pouvoir d'achat. Si le pouvoir d'achat au niveau national il augmente de 0,8% par an, il ne va pas pouvoir augmenter de 3% par an ou de 5% par an dans vos métiers. Ce n'est pas possible. Et donc, la différenciation, me semble-t-il, elle peut se faire vraiment du côté du sens, en insistant là-dessus et en le rendant le plus concret possible. Je ne sais pas si ce que je vais dire résonnera un peu, mais que les conducteurs rencontrent plus les enfants, rencontrent les professeurs, rencontrent les personnes, etc., de mettre de l'humain et de voir en quoi leur job change la vie des autres. Parce que ça rend possible l'école, ça rend possible les soins, ça rend possible le travail, et que ça ne soit pas simplement abstrait et un discours marketing, mais qu'ils le voient, en rencontrant les gens dont ils changent la vie, ça peut, me semble-t-il, avoir quelque chose un effet potentiellement, après il n'y a pas de recette miracle, potentiellement puissant. Et la troisième chose, on n'y coupe pas et ça va monter, etc. Et c'est plus banal, donc j'irai plus vite, mais c'est la transition énergétique. Vous êtes engagés, beaucoup d'entre vous sont engagés à fond là-dedans. C'est quelque chose qu'on voit, alors c'est plus sur les diplômés, masters, licences, etc. Mais quand même dans l'ensemble des générations, l'ensemble des catégories socio-professionnelles, des jeunes actifs, moins de 25 et même sur les 25-34 ans, on le voit. Dans tous les sondages, il y a ce prérequis, ce n'est même pas une demande, c'est un prérequis, c'est en quoi mon job il contribue à, quand on le dit techniquement, lutter ou permettre de lutter contre le réchauffement climatique ou, dit de façon plus simple, sauver la planète, même si c'est un peu excessif de le dire comme ça. Et ça, c'est l'investissement dans l'électrique. C'est l'investissement dans tout ce que vous faites dans cette transition, de façon à ce que, même si c'est plus difficile, parce qu'encore une fois, c'est le rapport Pisani-Mahfouz, il y a 4% du PIB qu'il faut mettre dans la transition énergétique pour la réussir. Donc même si on fait plus que d'autres pays en France, on n'est pas à la maille. Mais ça, au moins d'essayer de traiter le sujet le plus possible, et plus que d'autres branches ou plus que d'autres secteurs, ça non plus, mais je ne vous apprends rien sur ce sujet-là, ça non plus, ça ne risque pas de diminuer. C'est quelque chose qui est là et qui s'installe et qui n'est pas un effet de mode. Pour conclure, je dirais que, puisqu'il me reste 2 minutes, ça n'a jamais été aussi difficile, mais peut-être jamais aussi passionnant d'essayer de recruter les jeunes depuis plusieurs années, peut-être même plusieurs décennies. Ça n'a jamais été aussi difficile parce que ce qui a toujours été le cas quand on demande un job, d'être bien payé, d'essayer de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle, etc., qu'on a tous connu, c'est toujours là, mais c'est encore plus exigeant aujourd'hui, parce que les conditions dans lesquelles vous le faites sont encore plus exigeantes, c'est plus difficile, étant donné les conditions économiques sur l'évolution des salaires, et la conciliation vie pro, vie perso, les jeunes sont plus exigeants aujourd'hui que ma génération, une petite quarantaine d'années, où les générations plus âgées avaient. Donc c'est plus difficile, mais c'est, me semble-t-il, plus passionnant, encore plus intéressant qu'il y a quelques années, parce qu'il y a quelque chose à inventer qui n'a jamais existé, me semble-t-il. Quand je discute avec beaucoup de DRH ou de chefs d'entreprise, de TPE, PME, quand même, la situation dans laquelle on est, de cette pénurie de recrutement, de cette demande de sens,
de ce changement du rapport au travail des jeunes qui demandent un sens et une contribution à la transition énergétique, ça, on a en tout cas, dès qu'on a 35, 40 ans ou plus, me semble-t-il, on n'a jamais connu ça avec cette exigence-là. Et donc y répondre, c'est un défi qui est particulièrement passionnant parce que, encore une fois, vous avez commencé à le mettre en œuvre, il y a des réponses possibles et de toute façon, il n'y a pas le choix. La démographie fait que le rapport de force, entre guillemets, est en train de s'inverser ou de s'équilibrer et le travail ne permet plus ce qu'il permettait il y a 40 ans. Et donc, il va falloir qu'on s'adapte tous, entreprises comme salariés et les jeunes eux-mêmes, évidemment. Merci beaucoup.